déjà écouté des émissions montrant des désordres extrêmes ou au contraire des émissions pour ranger à la Marie Kondo, mais on présente souvent l'ordre et le désordre comme étant des situations opposées. Dans le fond, soit on a une chambre rangée, soit on a une chambre en bordel. Soit on a un projet structuré et organisé, soit on a un projet décousu et chaotique. Et souvent dans la réussite d'un projet, on va entendre « la communication, c'est la clé ». Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation dans laquelle plus on communique, moins on arrive à se comprendre? Aujourd'hui, on tente justement d'explorer ces notions d'ordre et de désordre, et ce dans une perspective communicationnelle. On va aussi se demander si l'ordre et le désordre peuvent apparaître en simultané. Je m'appelle Paul Alexandre Morin, je suis étudiant en communication. Vous écoutez l'émission La communication vient en parlant. C'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication, et ça, une conversation à la fois. Avant de commencer, je vous invite à faire découvrir ce balado à vos amis, à vos collègues. Et comment vous pouvez faire ça? C'est bien simple. Si vous nous écoutez à travers une application de podcast, laissez-nous une note ou un commentaire. C'est rapide, puis vous pouvez le faire en même temps que vous nous écoutez, puis ça va nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Avant de commencer à vous parler plus proprement de l'article d'aujourd'hui, j'avais envie de vous demander si vous vous souvenez de l'histoire de l'apprenti sorcier. C'est une histoire qui a été créée à partir du poème de Johann Wolfgang von Goethe en 1797 et popularisée par le film animé de Walt Disney en 1940. Pour ceux et celles qui ont la mémoire courte, c'est l'histoire d'un maître sorcier qui, avant d'aller faire sa sieste, délégua ses tâches à son apprenti. De ce fait, l'apprenti prit le relais mais se retrouva rapidement fatigué de ses corvées. Il décida donc d'animer un balai pour faire le travail à sa place. Ainsi, le balai prit vie et se mit à accomplir la tâche de l'apprenti qui était allé chercher de l'eau, permettant à ce dernier de se reposer à son tour. Toutefois, le balai ne s'arrêta pas une fois la corvée accomplie. La bassine qui devait être remplie se retrouva rapidement pleine et commença à déborder. Pris de panique, l'apprenti décida de prendre une hache, coupa le balai en 1000 morceaux, et malheureusement, chaque morceau de bois repris aussitôt vie se transforma en un nouveau balai, ce qui amplifia le problème de l'apprenti qui se vit vite submergé. N'ayez crainte à la maison, le maître se réveilla à temps et conjura le sort, réparant ainsi les dégâts de l'apprenti. Et pourquoi vous parler de cette histoire? Vous allez mieux comprendre dans cette émission, mais c'est essentiellement parce que dans l'article d'aujourd'hui, nous allons voir que les textes ont ce pouvoir d'être animés, de prendre vie, qu'ils ont la force de venir nous hanter. On les crée dans une certaine mesure pour nous aider à générer de l'ordre, mais on peut facilement perdre le contrôle car ces textes génèrent aussi du désordre. Aujourd'hui, justement, on s'intéresse à l'article Summoning the Spirit, Organizational Text and the Disordering Properties of Communication, qui est apparu en 2016 dans la revue Human Relations, qui a été coécrit par Consuelo Vasquez, professeur à l'Université du Québec à Montréal, Denise Sjöborn, professeur à la Copenhagen Business School of Denmark et à l'Université de Lumphana Lundberg en Allemagne, et Viviane Sergui, professeure à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. La question au cœur de l'article est comment ça se fait que l'ordre et le désordre apparaissent simultanément? Parce que soyons honnêtes, la vision traditionnelle est que soit on se retrouve dans une situation d'ordre ou on se trouve dans une situation de désordre, mais pas les deux en même temps. Pourtant, si on pense à un projet quelconque, on a beau tout planifier, c'est certain qu'en cours de route, on va rencontrer des imprévus, des surprises, des malentendus. Pourquoi? Ainsi, l'article s'intéresse à la constitution mutuelle de l'ordre et du désordre. En comparant 3 études de cas, les auteurs montrent la manière dont le langage permet de créer de l'ordre par le fait de fixer le sens d'un texte, mais qu'en même temps, le langage, ça crée du désordre, notamment par sa plurivocalité, c'est-à-dire son caractère multi-interprétatif, mais aussi par ses propriétés structurelles du langage qui ouvrent le sens d'un texte. Aux yeux des auteurs de cet article, l'ordre et le désordre sont des phénomènes qui forment une dynamique essentielle dans la constitution des organisations. Ces dernières devraient être perçues comme étant des processus de fermeture et d'ouverture de sens. Un des exemples cités, c'est avec l'organisation Conscientia où on s'est retrouvé avec un formulaire dans lequel il y avait un espace blanc. Pourquoi c'est problématique, me direz-vous? Dans un formulaire, chaque question vise à aller chercher une certaine réponse. Dans le cas présent, on peut supposer que le formulaire servait à l'organisation pour obtenir les détails des actions de chaque partie prenante. La réussite du projet, ça dépend de qui fait quoi puis dans quel ordre. Le formulaire, c'est comme un texte, dans le fond, utilisé pour créer de l'ordre. On rassemble l'information ensemble et on fixe un sens. Et là, pourquoi l'espace blanc, c'est problématique? Il faut comprendre qu'un espace blanc, ça possède une signification puis quand même une fonction. Dans un formulaire,
on peut l'interpréter comme étant l'ouverture à un infini de possibilités de réponses. Et l'infini de réponses, ça représente un large éventail d'imprévus pour l'organisation. Dans ce contexte, une page blanche dans le formulaire, c'est menaçant pour l'organisation, dans le sens où un formulaire, c'est un outil pour l'organisation dans le but de fixer un sens et d'assurer une compréhension commune. L'espace blanc, au contraire, ouvre la porte à une multitude de possibilités. Qu'est-ce qui est arrivé finalement dans cette situation? Pour faire sens de cette page blanche, les gens de l'organisation ont tout simplement arraché la page en disant que ça représentait une erreur d'impression. En résumé, le formulaire voulait créer de l'ordre par sa forme interrogative, mais a suscité en simultané le désordre par la multitude de possibilités qu'offre un espace blanc. Les deux autres cas présentés dans l'article font également la démonstration que les textes servent à créer de l'ordre par la contextualisation du sens dans le ici et maintenant. Toutefois, de manière simultanée, les textes, il faut se rendre compte aussi qu'ils vont créer du désordre par leur capacité à voyager hors du temps puis de l'espace. Puis ils perdent leur contexte d'origine, puis se retrouvent décontextualisés, puis se font même recontextualiser. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Les textes sont souvent créés pour fixer un sens commun pour que tout le monde puisse s'entendre sur la même chose. Et en simultané, il y a eu un effet de désordre par la capacité d'interprétation de la communication et du fait que les textes, ils voyagent quand même hors de l'espace et du temps. Ainsi, on apprend par cet article que ce n'est pas juste l'un ou l'ordre ou le désordre, ça peut être les deux en même temps. Et c'est bien que ce soit ainsi, car c'est par cette dynamique d'ouverture et de fermeture des significations que l'on fait bouger un projet et, pour reprendre les termes de l'auteur, que l'on constitue l'organisation. Sans ce mouvement, le projet il s'arrête, l'organisation meurt. À la question du pourquoi l'ordre et le désordre peuvent arriver en même temps, la réponse se trouve dans le fait que les acteurs s'organisent par la communication et comme vous l'avez entendu, la communication c'est à la fois organisant et désorganisant. De ce fait, l'article nous amène à réfléchir sur notre rapport à l'ordre et au désordre. Et je pense qu'un des messages que veulent nous apprendre les auteurs est qu'il faut accepter le désordre et comprendre que c'est une partie intégrante de l'ordre. De manière concrète, je dirais par exemple à un chargé de projet qu'il est important de laisser de la place au désordre et au chaos. Inévitablement, toute tentative d'ordonnance, quoi que ce soit, de manière trop rigide, ça va avoir un effet de créer du désordre justement. Autrement dit, il faut parfois s'entendre sur un narratif commun pour avancer, mais parfois il faut laisser aussi de la place aux voies plus alternatives. En somme, je retiens que l'ordre et le désordre sont un peu comme le yin et le yang. Il s'agit de forces en dualité que l'on présente comme souvent en opposition, alors qu'on devrait les percevoir comme étant des éléments complémentaires puisqu'ils existent par cette relation qui les lie ensemble. C'est un équilibre. Et pour discuter également de ce texte, je vous présente mon Miyagi, ma directrice de thèse. Il s'agit de Consuelo Vasquez. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter Consuelo Vasquez, qui est professeure au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal. Elle détient un doctorat en communication de l'Université de Montréal et ses intérêts de recherche comprennent l'ethnographie, l'organisation par projet, le bénévolat et la constitution communicative des organisations. Elle enseigne principalement la communication organisationnelle à tous les cycles universitaires. Ses travaux ont été publiés notamment dans Communication Theory, Communication Measure and Methods, Discourses and Communication, Qualitative Research in Organization and Management. Elle est cofondatrice et directrice du groupe de recherche sur la communication organisante et chercheur principal du projet de recherche interuniversitaire Bénévolat en mouvement. À noter pour ceux et celles qui nous écoutent que je me permets d'être un peu plus familier avec Consuelo parce que c'est ma directrice de recherche et on voulait rendre ce moment un petit peu plus convivial. Alors, bienvenue Consuelo à cette émission. Merci Poël de m'inviter. Je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui puis avec tous ceux et celles qui nous écoutent. Alors, tout d'abord, pour les gens qui n'ont pas encore lu l'article, mais qu'on voudrait intéresser, moi, je me demandais, en fait, quels sont les éléments vraiment théoriques à retenir? C'est quoi la part théorique, finalement, de ce texte-là? Disons que l'argument principal de ce texte, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on s'organise ou qu'on organise, on va créer de l'ordre et du désordre en même temps et que ça échappe un peu de notre contrôle. Puis ça, c'est vraiment une prémisse, en fait, avec laquelle on est parti parce que souvent, surtout dans les études et dans les milieux de pratique professionnelle, on a tendance à voir le désordre comme quelque chose qui nuit,
comme quelque chose qui dérange, comme quelque chose qu'il faut qu'on réduise ou qu'on enlève. Et nous, ce qu'on montre, c'est qu'au contraire, le désordre est une opportunité pour de multiples interprétations, est une opportunité pour la négociation des sens et des rôles. Et donc, il faut pas éliminer le désordre, mais plutôt essayer de trouver un espèce de juste équilibre entre de l'ordre et du désordre, parce que de toute façon, les deux sont mutuellement constitutifs. Donc, je dirais que ça, c'est notre prémisse de base. Après, en termes de contribution théorique, ce qu'on propose, c'est une lecture communicationnelle, en fait, de cette idée d'ordre et de désordre. Et donc, ce qu'on dit dans l'article, c'est que la manière d'expliquer, justement, cette question qui était très empirique, comment ça se fait que quand on organise, il y a toujours quelque chose qui nous échappe et qui va mettre du désordre dans notre organisation. Mais notre réponse, elle est parce que lorsqu'on s'organise, ou en fait parce que quand on s'organise par et à travers la communication. Donc, c'est là où on retrouve cette notion donc, de communication constitutive de l'organisation. Et nous, ce qu'on détaille, c'est que justement, c'est à travers deux processus ou deux dynamiques communicationnelles dans lesquelles on ouvre le sens, et ça, c'est le désordre, donc ouverture de sens et de signification, et fermeture de sens et de signification qui serait l'ordre. Donc, si je dis ça de manière plus simple, c'est que quand on s'organise, ce qu'on essaie, c'est de fixer le sens et de dire, bon, ben voici le projet qu'on a mis en place, voici donc le sens qu'on donne à ce projet en termes d'orientation, mais de signification, voici les étapes à suivre, et là, on essaie de fixer la chose. Mais, justement, parce que c'est fait à travers la communication et c'est fait par des textes, notamment, donc il y a le rôle du texte, ce sens qui est fixé va être appelé à être ouvert. Et cette ouverture permet de renégocier la chose, d'apporter de la créativité ou de l'innovation. Et en fait, un argument aussi de base qu'on fait dans l'article, c'est de dire que finalement, cette espèce d'oscillation entre fixer ou fermer et ouvrir le sens, c'est ce qui permet à l'organisation de bouger ou au projet de bouger. Donc là, on a un argument, on va dire, ontologique. On est en train de dire qu'un projet existe ou un projet est capable de bouger parce qu'il y a toujours cette ouverture et fermeture de sens. Si je dis ça encore une fois de manière plus simple, c'est que si on n'avait que de l'ordre, puis on était tout le temps en train de fixer, bien, ça paralyse un projet. Donc, on a besoin de ces moments où on va ouvrir le sens. Mais en même temps, si on est toujours en train d'ouvrir, puis se réinventer, puis on réinvente, puis on ouvre, puis la créativité, puis l'innovation, puis à chaque fois, on remet en question ce qu'on a fait avant, mais là encore, on produit une forme de paralysie. Donc, c'est encore une fois cet argument qu'on a besoin à la fois de moments où on fixe et on stabilise le sens et des moments où on ouvre et on se permet de justement re-questionner peut-être ce qu'on avait stabilisé parce qu'il y a des choses qui sont à revoir dans le contexte justement de mettre en place un projet. Moi, je me demandais en fait comment une discussion justement qui est à la base un peu ontologique nous permet de faire des apprentissages vraiment pratiques, là. Donc, par exemple, si on avait un gestionnaire qui nous écoutait ou toute personne qui est dans une organisation, qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre finalement de cet article-là? C'est qu'en fait, quand on écrit un texte ou quand on crée des formulaires, il faut qu'on se dise qu'à un certain moment, il va y avoir un réajustement à faire. Puis aussi, je pense que c'est une invitation à se dire, bien, ce texte-là qu'on a écrit, bien, il est peut-être amené à être réécrit ou à se permettre qu'à un certain moment, on se dise, OK, on a écrit ce plan stratégique il y a 1 an. Puis, dans 1 an, on était là. Puis, on s'est dit que c'était un plan stratégique pour 5 ans. Mais on pourrait se permettre de revenir là-dessus puis ouvrir le texte d'une certaine manière et de le réécrire en fonction et de le recontextualiser en fonction de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez pratique. Puis un dernier élément que je vois en termes d'opérationnalisation, si on veut parler de l'article, c'est l'importance de comprendre que ces textes sont des textes qui sont utilisés, donc on les remplit, on les écrit, mais ce sont des textes qui sont discutés, donc qui vont participer de conversations et que ces espaces de conversation sont extrêmement riches parce qu'ils permettent justement de renégocier les choses. Donc d'un point de vue concret, ça serait, par exemple, si je continue dans les exemples de projets,
ça serait de prévoir ces moments de conversation, prévoir ces moments de dialogue dans lesquels, justement, on ne va pas juste continuer à suivre le texte tel quel, mais on va aussi se permettre de le questionner ou de le réaccommoder, ou donc de prévoir de façon, disons, je dirais même stratégique, des espaces et de dialogue et de conversation avec les différentes parties prenantes qui participent à ce projet, peu importe la nature du projet, ou qui participent à l'organisation. Un autre élément où je vois qu'il y a une portée pratique de l'article, c'est par rapport aux conversations. Parce que, bon, je parlais des textes tantôt, puis évidemment, il y a cette réflexion sur le texte, mais dans l'article, on montre très bien que ces textes, ils ne sont pas dans un univers parallèle ou en vase clos. En fait, les textes sont utilisés dans des contextes conversationnels. Donc, les analyses qu'on fait portent surtout sur des moments où ces textes sont utilisés. Donc, je reprends l'exemple du formulaire qu'il faut remplir. Bien, dans le texte, ce qu'on voit, c'est la chargée de projet puis son adjointe qui sont en train de regarder le formulaire à remplir et en fonction de justement qu'est-ce qu'elles ont à remplir, elles sont en train de planifier les rencontres qu'elles doivent céduler, l'information qu'elles doivent aller chercher, les activités qu'elles devraient mettre en place pour remplir le formulaire. Donc, c'est à la fois l'action de remplir le formulaire qu'elles sont en train de faire, mais aussi de projeter et déjà de se mettre dans le mode de projet à partir justement de ce que le formulaire demande. Donc là, on voit très bien qu'un texte, c'est un texte qu'on utilise dans la conversation. Et donc, d'où l'importance de considérer ces moments de conversation pour se permettre justement de réinterpréter le texte, de le recontextualiser, voire même de le remettre en question. Parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement. Je pense même à un niveau personnel, quand on se dit, bon, ben là, on a nos résolutions de janvier, puis on se dit, bon, ben, d'une certaine manière, on s'écrit un texte. Voici le plan qu'on a pour cette année. Puis des fois, on reste un peu figé là-dessus, puis on se dit, oh mon Dieu, j'ai pas réussi. Quand on pourrait très bien se dire, ben, réouvrons ce texte. Soyons capables de le remettre en question, puis se dire, ben, aujourd'hui, en fonction du contexte, de la personne que je suis, de ce que j'ai à faire, de ce que je connais, des temps et autres, comment ce texte, je peux le recontextualiser et projeter pour les prochaines, je ne sais pas, mois, les prochains mois, semaines. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que, à la fois à un niveau organisationnel, mais à un niveau aussi de comment on s'organise personnellement, c'est quand même une invitation intéressante à se permettre d'ouvrir les textes et donc à créer des espaces de conversation qui sont cédulés, qui sont stratégiquement pensés pour ce faire. J'ai envie de te poser la question, comment on trouve l'équilibre justement entre l'ordre et le désordre pour pas être paralysé puis de pouvoir faire continuer à faire fonctionner l'organisation? L'équilibre entre ordre et désordre, en fait, c'est que d'une part, ça devrait se faire tout seul. Ça serait ma première manière d'y répondre. Parce que c'est quelque chose, justement, qui est de l'ordre de la manière dont on s'organise. Puis ça, c'est encore une fois cette prémisse, je dirais, ontologique sur l'organisation. Mais après, d'un point de vue plus pratique, parce que je comprends que, OK, c'est bien beau, on va laisser les choses émerger par eux-mêmes, je pense qu'une façon de maintenir cet équilibre, c'est justement ce dont je parlais tantôt, c'est de prévoir des espaces où on permet justement cette ouverture du texte, cette ouverture du script. Des espaces où on permet, par exemple, on permet la discussion de conflits. Ça, c'est très concret. Mais souvent encore, on a tendance dans les contextes organisationnels à dire on va éviter les conflits ou on va les traiter par séparés, on va rester dans l'orientation qu'on s'était donnée, les conflits, ça sera par après. Mais des fois, justement, de profiter de ces conflits puis de les discuter, ça amène, évidemment, avec un cadre, avec une orientation, avec un certain accompagnement, ça amène justement à des perspectives différentes. Ça amène cette multiplicité d'interprétations et de significations qui vont enrichir et qui peuvent justement, dans certains cas, produire un engagement des personnes plus fort ou une certaine, je dirais, quand on est dans l'inertie, là, d'une certaine montée d'énergie pour que le projet fonctionne de manière pour augmenter la motivation. Donc, je pense que dans cette idée d'équilibre, vu qu'on a tendance à privilégier l'ordre,
Et ça, c'est quelque chose, quand je dis « on », c'est que c'est vraiment lié à notre regard, je dirais, plutôt occidental des choses. On a tendance à privilégier l'ordre. Donc, pour remettre un peu les choses en équilibre, ça serait de prévoir des espaces où on permet l'ouverture de sens, on permet les conflits, on laisse la place aux irrationalités, aux émotions, et on balance un peu ce regard qui est extrêmement rationnel, ordonnancé, planifié, qui est propre en fait à la modernité, en fait, à ce qui nous vient de la modernité, puis au regard qu'on a, notamment comme occidental, sur le monde. Donc, c'est comme ça qu'on crée un petit peu plus d'équilibre parce qu'on a vraiment tendance à aller vers l'ordre plutôt que vers le désordre. Quand même, un article, c'est ça, il y a quand même une certaine limite de mots parce qu'il y a vraiment une structure qui est toujours demandée. Mais est-ce qu'il y a des éléments que vous aviez voulu aborder dans l'article mais que vous n'avez pas pu faire? En fait, il y en a toujours. Il y a toujours un document que une collègue, Claudine Bonneau, elle appelle le parking. Donc, c'est tout ce qui ne s'est pas rendu dans l'article puis qu'on a mis de côté dans le parking puis qu'on va réutiliser à un certain moment. Là, je me souviens pas exactement ce qui était dans notre parking, mais on avait vraiment eu plusieurs idées en cours de route qu'on aurait voulu développer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu d'autres opportunités pour continuer à discuter de la chose. Donc, notamment, j'ai coédité avec Tim Kuhn un livre qui a été publié en 2019 qui porte sur cette notion de désorganisation et dont le titre est La communication comme désorganisation. Et là, on a invité plusieurs auteurs à venir justement discuter sur cette question d'ordre et de désordre. Et donc là, pour moi, ça a été une opportunité de traiter ou d'inviter à d'autres, en fait, parce que dans le rôle d'éditeur, c'est un peu ça, à discuter de cette notion de désorganisation à partir d'autres approches. Donc, on parlait tantôt de la matérialité. Dans cet ouvrage, il y a des chapitres qui, justement, vont embarquer dans une vision plus matérielle, notamment le chapitre de Karen Ashcraft qui porte sur les affects. Mais aussi, une des choses que moi, je trouvais qui était intéressante à développer, c'était une vision plus critique du désordre, parce que nous, ce qu'on avait plutôt présenté, c'était une vision positive du désordre, donc qui était quand même une volonté dans l'article. Mais c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue plus critique, on peut aussi voir que l'ordre et le désordre est lié à certaines pratiques de pouvoir. Et on peut se poser la question, mais qui décide qu'est-ce qui est de l'ordre et qu'est-ce qui est du désordre? Qui décide justement de quelles sont les voies qui vont être acceptées si on ouvre des espaces alternatifs. Et donc, personnellement, moi, je trouvais que cette lecture plus critique de comment ces dynamiques d'ordre et des ordres sont mises en place dans des contextes organisationnels ou sociétaux était quand même une ouverture intéressante qui pourrait justement, qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans l'article, mais qui serait quelque chose d'intéressant à poursuivre par la suite. Merci énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment toujours un plaisir de discuter avec toi. Pour les gens qui nous écoutent, je vous recommande fortement de suivre un cours avec Consuelo. Vous allez voir, ça marque un parcours. Sinon, j'imagine qu'on peut suivre le projet Bénévolat en mouvement. Puis, je voulais juste mentionner aussi à ceux qui nous écoutent qu'on va mettre en lien tous les ouvrages et les textes de référence qu'on a nommés dans notre conversation. Comme ça, vous pourrez justement vous ouvrir à ces nouveaux textes. Merci Poème pour l'invitation, pour cette conversation où tu m'as permis de réouvrir le texte. Donc, on a introduit un petit peu de désordre, toi et moi, puis j'invite à ceux qui nous écoutent de continuer à ouvrir le texte si vous avez des commentaires et autres. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des suggestions de lecture et des sujets d'émission. Il nous fera plaisir de lire vos commentaires et appréciations. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Et en terminant, je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices de ce projet et les diverses organisations partenaires qui soutiennent cette initiative. Merci à Roxane, Samir, Nicolas,
Voilà. Merci à l'Institut Nouveau Monde, au groupe de recherche sur la communication organisante, le groupe Jeunes en Action, l'association facultaire étudiante de langue et communication de l'UQAM. Merci encore de votre support. Je m'appelle Paul-Alexandre Morin et n'oubliez pas que la communication vient en parlant, c'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication et ça, une conversation à la fois.